Bonjour, alors merci d'être là pour ce midi conférence, midi pile. Nous allons débuter comme promis à l'heure. Alors, content de vous revoir aussi nombreux pour nos midi conférences. On l'apprécie vraiment. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à qui réalise les gains en capital. Et ultimement, on va terminer, là, on va conclure la présentation sur est-ce qu'il y aurait des changements possibles à l'imposition du gain en capital. Donc, je vais prendre le contrôle de la présentation. Excusez-moi, ça n'était pas fait. Et donc, je débute en vous montrant un peu que si l'imposition du revenu au Canada a plus de 100 ans, donc la loi de l'impôt fédéral a débuté en 1917, il faut remonter en 1972, donc seulement 50 ans, avant qu'on commence à imposer le gain en capital. Donc, ça fait 50 ans qu'on impose le gain en capital. Avant 1972, le gain était complètement exclu de l'imposition. De 72 à 87, on inclut seulement la moitié du gain en capital dans la base d'imposition. Ça veut dire qu'on a un abattement de la moitié du gain. Sur un 100 000 de gain en capital, il y a seulement 50 000 qui est imposable, comme les salaires et autres, et l'autre moitié est exclue. À partir de 88 et 89, on réduit l'abattement. Donc, maintenant, c'est le 2/3 qui est imposable. Donc, sur un 100 000, on passe à 66 000 qui serait imposable au lieu de 50 000. On voit que dès 1990, on réduit encore l'abattement à 25 % et là, maintenant, c'est 75 000 sur 100 000 qui serait imposable, 75 %. Et ça dure une dizaine d'années avant qu'on se retrouve à l'année 2000 où on rebascule de 75 % imposable à 66 à 50 % dans la même année. Donc, le budget de Paul Martin de 2000 et la mise à jour économique de Paul Martin de 2000, si bien que depuis le 18 octobre 2000, le gain en capital fait toujours l'objet d'un abattement de 50 %, si bien qu'il y a seulement la moitié qui est imposable. Donc, sur 50 ans, il y a 37 années qui est imposé, le gain en capital est imposable à 50 %, 2 années et demie qui est imposable aux 2/3 et 10 années et demie où l'abattement n'était que de 25 %, où le 3/4 du gain faisait l'objet de l'imposition. Je rappelle aussi, quand je vous montre ces grands changements-là, chaque fois qu'il y a eu des changements, le gouvernement fédéral et les 10 provinces ont changé la manière d'imposer le gain en capital. Le Québec également a suivi toujours la manière d'imposer le gain en capital du gouvernement fédéral. Je vous rappelle, peut-être pour ceux qui se rappellent, en 2012, lors des élections de 2012, il y avait 3 partis au Québec qui proposaient de réduire l'abattement ou d'augmenter l'imposition du gain en capital. Le gouvernement minoritaire de 2012 n'a pas fait ce changement-là. Pourtant, il y avait l'appui de 2 autres partis, mais c'est d'abord et avant tout une nécessité d'harmonisation avec le gouvernement fédéral et les autres provinces qui a poussé le gouvernement, même minoritaire, à ne pas le faire. Sinon, manifestement, il y aurait des planifications fiscales faisant en sorte que du gain, si le Québec a un traitement fiscal plus lourd pour l'imposition du gain en capital que les autres provinces, bien, manifestement, il y aurait des planifications pour que les gains québécois se réalisent ailleurs, ce qui est pas souhaitable, mais les fiscalistes fonctionnent à l'occasion ainsi. Donc, il faut que le gain soit pleinement harmonisé entre le fédéral et les provinces. J'avance un peu pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le fond, Tommy Gagné-Dubé va vous présenter nos 2 nouvelles études, beaucoup plus la première que la deuxième, mais donc la première porte sur le gain en capital et sa concentration réelle sur qui le réalise. Et on a fait la même analyse, mais sur une mesure beaucoup plus ciblée qui est l'exonération cumulative du gain en capital. Donc, on va regarder un peu des deux. Et tout ça pour vous dire que ça s'inscrit, ces 2 études-là, dans la continuité des travaux de la chaire. Donc, en 2015, on avait déjà fait ce genre d'analyse-là pour qui gagne le gain en capital, mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin dans un contexte. Il y a quelqu'un qui a un micro d'ouvert, si c'est possible de le fermer parce qu'on entend de la flûte. Merci. Donc, le gain en capital, on va beaucoup plus loin aujourd'hui parce qu'on va même suivre des contribuables dans le temps.
il y avait eu des travaux de recherche qui avaient été faits avec nos étudiants et il y avait des travaux qui avaient été faits aussi sur un historique de l'imposition du gain en capital. Donc, si jamais vous voulez référer à l'histoire de l'imposition du gain en capital au Canada, je vous invite à consulter le document qui est paru en 2018. Donc, sans plus de préambule, je cède tout de suite la parole à Tommy Gagné-Dubé pour présenter d'abord la première étude. Donc, à toi, Tommy. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Ça fonctionne fantastique. Donc, bien, merci Luc. Bonjour. D'abord, simplement pour indiquer que même si on est seulement 2 à présenter aujourd'hui, les études ont été réalisées à 4 personnes. Il y a les auteurs qui sont aussi Mathis Alali, qui est maintenant à la Ville de Montréal, puis Antoine Genet-Grégoire, qui est doctorant à l'Université de Carleton, puis collaborateur régulier, puis apprécié aux travaux de la chaire. Donc, comme professeur Godbout l'a indiqué, ces études s'inscrivent dans la continuité d'études antérieures qu'on a fait à la chaire sur le sujet des gains en capital. On a actualisé le portrait des gains en capital, donc de qui profite du traitement préférentiel du gain en capital, mais aussi et surtout, on a tenté de répondre à 2 questions supplémentaires qui sont celles que vous voyez à l'écran. Donc, la première, c'est de savoir qui bénéficie du traitement préférentiel des gains en capital. Donc, on va dans les... Ce qu'on a voulu faire, c'est de vérifier si les bénéficiaires de ces mesures-là sont réellement presque exclusivement ces hauts revenus ou si les statistiques habituelles cachent des gens qui gagnent normalement des moins hauts revenus, mais qui sont considérés comme des hauts revenus l'année où ils réalisent du gain en capital. Donc, l'année où ils ont à déclarer ce revenu-là. On a voulu mesurer l'ampleur du phénomène. La deuxième question, c'est de savoir si les contribuables qui réalisent des gains en capital au Québec, est-ce qu'ils le font de manière ponctuelle, donc de manière unique, ou si ce sont des gains qui sont récurrents. Mais avant de se lancer dans les résultats des études, on va faire un petit rappel de certains éléments qui sont reliés à l'imposition des gains en capital, puisqu'il y a des gens avec des connaissances variées sur le gain en capital qui assistent à la présentation aujourd'hui. Donc, un gain en capital, c'est grosso modo lorsqu'on vend une immobilisation à un prix plus élevé que ce qu'on a payé. Donc, puis certaines dépenses qu'on peut ajouter à ce prix payé-là. Bref, on s'impose sur la valeur ajoutée, sur la plus-value qui est réalisée à la vente. Pourquoi est-ce qu'on dit que le gain en capital bénéficie d'un traitement qui est préférentiel? Ben, c'est principalement en raison de 4 dépenses fiscales qui sont associées au gain en capital. Donc, une dépense fiscale de manière très sommaire, puis là, si j'ai vu dans la liste des participants que j'ai quelques étudiants qui écoutent, je vais m'attendre à une réponse plus détaillée que ça à l'examen si vous avez à répondre à une question là-dessus. Là. Mais de manière sommaire, c'est une mesure qui fait que le gouvernement se prive d'argent qu'il récolterait normalement par la fiscalité si le régime fiscal s'appliquait de façon normale, sans préférence. Il y a plusieurs raisons d'en mettre en place, mais ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, il y a 4 principales dépenses fiscales qui sont liées au gain en capital. La première, puis celle dont on va discuter vraiment plus en détail aujourd'hui, c'est qui fait l'objet d'une étude, c'est l'inclusion partielle des gains en capital. C'est-à-dire le fait que quand on réalise un gain en capital, on n'inclut pas la plus-value à 100% dans notre revenu de l'année. Donc, contrairement au revenu de travail, par exemple, où est-ce qu'on inclut la totalité. Donc, ça, comme professeur Godbout l'a montré, le taux d'inclusion est en ce moment, puis depuis l'année 2000, à 50%. Donc, on inclut la moitié de notre gain en capital dans notre revenu, puis c'est le gain en capital imposable, un terme qui va revenir à quelques reprises dans notre présentation. Là. C'est ce qu'on appelle le gain en capital imposable. La deuxième dépense fiscale que vous voyez à l'écran, c'est celle-là, on va en traiter brièvement à la fin, puisqu'on a aussi une courte étude complémentaire qui sort là-dessus aujourd'hui. C'est l'exonération cumulative de gains en capital. Sommairement, ici, c'est une exonération, donc un montant sur lequel on ne paiera pas d'impôt, qui est plafonné à vie puis qui est disponible lorsqu'on respecte certaines conditions quand on vend des actions admissibles de petites entreprises ou des biens agricoles ou de pêche. La troisième, assez connue aussi, c'est la non-imposition du gain en capital sur les résidences principales. Donc, quand on vend sa résidence principale, sujet à quelques conditions, là, il n'y a pas de gain en capital à inclure au revenu, donc pas d'impôt à payer. Finalement, il y a un traitement préférentiel qui est accordé aux options d'achat. C'est pas lier les 2 mesures ensemble. Puis ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que le gouvernement fédéral a entrepris une réforme de ce traitement-là sur la prémisse justement que ça bénéficiait de manière disproportionnée aux gens qui ont des hauts revenus. Donc, quand on parle de gain en capital au niveau des particuliers, il faut se rappeler que c'est un revenu qui doit être inclus à la déclaration de revenus des particuliers. Donc, ça, c'est le cas tant au Québec qu'au Canada. Donc, bref, c'est le barème normal d'imposition des revenus des particuliers qui va s'appliquer. Le taux maximum qui s'applique au gain en capital n'est pas le même partout au pays. Donc, il va de 47,5 en Saskatchewan à 54,8 à Terre-Neuve et Labrador. Donc, le coût pour le gouvernement ne vient pas d'un taux moindre. On va le voir tantôt que dans d'autres juridictions, c'est le cas, mais du fait qu'il y en a juste une portion, 50%, qui est inclus au revenu. Ce qui nous donne le taux effectif qu'on voit dans la colonne de droite. Un élément intéressant qui est à noter à propos du gain en capital, c'est qu'il s'applique en partie sur de la plus-value qui est déjà accumulée avant l'année d'imposition.
Ce qui fait que quand on modifie le barème d'imposition, les taux du barème d'imposition, que ce soit à la hausse ou à la baisse, bien, ça a un impact quand même sur le passé, sur ce qui avait été de la plus-value qui existait avant l'année de réalisation. Un exemple de ça, c'est que le fédéral a ajouté en 2016 une tranche d'imposition à 33 pour les hauts revenus. Avant, le maximum était de 29 Puis plus récemment, en 2022, il y a Terre-Neuve, la province de Terre-Neuve, qui a fait passer son taux maximum de 18,3 à 21,8. Ça veut dire que pour un Terre-Neuvien, le gain en capital peut être imposé à un taux de 7,5 points de pourcentage plus élevé qu'avant ces modifications-là, incluant donc sur du gain qui était accumulé avant, puis qui sera réalisé après. À noter par contre là, que le taux maximal à Terre-Neuve s'applique une fois atteint 1 million de revenus seulement. Là, donc, c'est pas tout le monde qui va être assujetti à ce taux-là. Puis encore plus important à noter, c'est que le même effet se produit quand on baisse les taux d'imposition. Okay. Donc, en ce qui concerne l'inclusion partielle, la dépense fiscale, elle avait pour 2018 un coût d'environ 1,6 milliard de dollars pour les particuliers au Québec seulement. Il y a un coût similaire qui est associé à la dépense fiscale chez les sociétés parce que c'est une mesure qui existe aussi pour les sociétés. Vous pouvez remarquer qu'elle croît assez rapidement puis de manière assez régulière aussi. Il y a deux éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention sur le graphique qu'on voit à l'écran. En 2000, on note une augmentation importante de la dépense fiscale. Si vous vous souvenez, ce que le professeur Godbout a indiqué en début de présentation, c'est qu'à ce moment-là, le taux d'inclusion du gain capital a baissé de 75 à 66 puis à 50 la même année. Donc, comme la dépense fiscale correspond à l'abattement, plus celui-ci est élevé, bien, plus la dépense va augmenter. Dans la même logique, si on décidait de taxer le gain en capital comme tous les autres revenus, bien, il n'y aurait plus aucune dépense fiscale qui serait associée à l'inclusion partielle, parce qu'il n'y aurait plus d'inclusion partielle, ce serait une inclusion totale. L'autre élément sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la baisse qu'on voit en 2008. Le gain en capital est assez fortement lié au contexte économique. Donc, quand l'économie va mal, ce n'est pas nécessairement le temps de disposer d'immobilisation, de vendre ces immobilisations. C'est pourquoi aussi, quand on regarde les bâtonnets en bleu foncé à la droite, là, les prévisions 2020-2021 avec la COVID, ça affiche une baisse, mais on va probablement voir quand les nouvelles statistiques vont sortir sur les dépenses fiscales prochainement, là, normalement aux alentours du budget, on devrait constater une baisse moins importante que ce qui est prévu là, peut-être même une hausse, là, vu la bonne tenue de l'économie, la meilleure tenue de l'économie que ce qui était prévu. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on accorde un traitement qui est différent au gain capital en matière d'imposition par rapport aux autres revenus? Les principaux arguments, là, vous les voyez à l'écran. Le premier qu'on voit, c'est l'effet de blocage. Celui-là, il est causé par le fait que le gain capital il est imposé au moment de sa réalisation. Donc, on a le choix de ne pas vendre et donc de continuer de reporter l'imposition ou de vendre puis d'être imposé. Ça peut avoir pour effet de bloquer les transactions, d'où le nom. L'exemple qu'on donne souvent, c'est celui d'un contribuable qui détient des actions. Il voudrait vendre pour faire de l'acquisition d'actions qui sont plus performantes, disons, qui jugent plus performantes. Mais l'effet de blocage, ça ajoute un élément de considération à l'équation, une réflexion supplémentaire qui peut le mener à conserver des actions qui sont moins performantes pour ne pas réaliser son gain tout de suite. Deuxièmement, il y a l'effet de regroupement. Ça existe aussi parce que le gain en capital est imposé au moment de sa réalisation. Okay? Là aussi, c'est ça la considération qui s'applique. La plus-value qui est accumulée depuis l'acquisition du bien, donc pas juste celle que le bien a pris dans la dernière année, hein, elle est imposée au moment où est-ce qu'on réalise le gain en capital, où est-ce qu'on vend, où est-ce qu'on dispose de l'actif. Comme notre barème d'imposition du revenu des particuliers il est progressif, ça a comme effet de regrouper, donc d'où le nom, les revenus dans les tranches de revenus qui sont supérieures, donc imposés à un taux plus élevé. Un autre argument en lien avec l'imposition du gain en capital, c'est celui qui est lié à la prise de risque. Donc, à l'effet que sans un traitement préférentiel, la décision d'investir, elle peut parfois être trop risquée ou pas assez payante. Donc, une imposition plus élevée du gain en capital, elle pourrait freiner l'investissement. Là-dessus, il y a une abondante littérature, mais il n'y a pas de conclusions qui sont définitives. Puis, quand on parle du Québec puis du Canada, une des spécificités, il faut quand même le souligner, là, c'est qu'on est dans le contexte nord-américain. Il faut se rappeler qu'on évolue dans ce contexte-là. Il y a également un argument qui est relié à l'inflation parce que le coût initial du capital n'est pas indexé à l'inflation. Donc, il y a une imposition sur une portion qui n'est pas entièrement due à l'augmentation de la valeur réelle de l'actif. C'est important de noter que l'inclusion à 50 qu'on a, elle n'est pas basée sur un calcul qui vise à tenir compte de l'inflation. C'est une des considérations pour le justifier, mais ça reste un taux qui est essentiellement arbitraire, surtout qu'on ne l'ajuste pas en fonction de la durée de détention. Le professeur Godbout va en glisser un mot à la toute fin, mais un professeur de l'Université de Toronto qui s'est intéressé récemment à déterminer justement un taux d'inclusion qui tiendrait compte de manière plus adéquate de cette composante-là. Puis finalement, il y a la notion des coûts de perception qui sont entraînés par le gain en capital. Là-dessus, je vous invite à consulter les écrits du professeur François Vaillancourt qui sont très instructifs à cet effet-là. Donc, l'effet de regroupement, on va y revenir parce que c'est sur cet aspect-là qui fait que nos statistiques traditionnelles sur le revenu des particuliers cachent des contribuables qui ont habituellement des revenus plus faibles, mais qui se retrouvent dans l'année où est-ce qu'ils réalisent le gain en capital classés comme des hauts revenus. Donc, on va revenir sur cet aspect-là plus spécifique.
Dernier petit élément du portrait avant de traiter de nos résultats. Est-ce que le traitement des gains en capital est le même ici que ce qui se fait dans d'autres juridictions? Bien, on peut constater que tous les pays de l'OCDE imposent le gain en capital au moment de la réalisation, donc à la fois pour des raisons de simplicité, sinon il faudrait déterminer la plus-value qui est générée au cours de l'année, puis pour des raisons de liquidité, parce qu'il y aurait des impôts à payer sur un actif qui n'est pas vendu, qui n'est pas liquidé. Vous voyez dans la diapositive, il y a un astérisque à côté de cet élément-là, parce qu'il y a quand même une petite exception aux Pays-Bas où est-ce que pour certains actifs, on vient imputer un rendement sur lequel le contribuable est imposé, puis au moment de la disposition réelle, bien, on fait un ajustement. Donc là, on en tient compte quand même un petit peu de la plus-value accumulée, mais qui n'est pas réalisée. Est-ce qu'il y a des pays qui tiennent compte de l'inflation? Ben, oui, il y en a certains pays, comme Israël, qui utilisent des tables d'ajustement pour l'inflation. Donc, le coût du bien, il est augmenté en fonction de l'inflation. C'est toutefois une minorité de pays. Puis, dans d'autres cas, sans que ce soit directement lié à l'inflation, on vient accorder un traitement préférentiel au gain qui est réalisé après une certaine période de détention. Souvent, cette période-là, elle est de 1 an. Puis finalement, est-ce qu'on est les seuls à accorder un traitement préférentiel au gain en capital? Ben alors là, pas du tout. Presque tous les pays le font. Dans certains cas, il n'y a même aucune imposition sur certains actifs lorsqu'il y a des conditions qui sont respectées. Mais plus généralement, il y a un taux réduit ou un barème distinct à taux réduit qui va s'appliquer au gain en capital. Est-ce qu'on est les seuls à utiliser une inclusion partielle? Non, mais presque. Il y a l'Australie où l'inclusion à 50 % elle existe aussi, mais l'abattement, lui, il est accordé seulement après une année de détention. Donc, si on détient le bien 1 an, on le vend. Là, on va avoir une inclusion à 50 %, sinon, il y a une inclusion à 100 %. Si vous voulez plus de détails là, sur le traitement des gains en capital à travers les pays de l'OCDE, vous pouvez consulter la note de recherche de 2017-2018 que le professeur Godbout a présentée au départ. Bon, on arrive enfin à nos résultats en lien avec l'étude qui sort aujourd'hui. Donc, l'étude elle a été réalisée à partir de données statistiques provenant de la Banque de données administratives longitudinales de Statistique Canada. C'est un échantillon de 20 % des déclarations de revenus fédérales T1. Ça a la particularité avec cette banque de données-là qu'on peut suivre les contribuables sur plus qu'une année. C'est un des co-auteurs de l'étude, Antoine Genet-Grégoire, qui nous a assuré l'accès à ces données-là via le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale, le CIX. Donc, pour effectuer nos analyses, les contribuables ont été regroupés dans 5 tranches de revenus. L'idée d'utiliser ces tranches-là plutôt que d'autres mesures comme le barème d'imposition, c'était surtout d'avoir une tranche qui permet de capter les gains qui sont non récurrents générés par les gros gains qui sont générés, par exemple, par la vente d'une entreprise. On voulait être capable de cibler ces gains-là. Puis, pour la première partie de l'étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a classé les contribuables en fonction de leur tranche de revenus selon 2 définitions. La première, la définition habituelle, celle qu'on voit dans les statistiques des particuliers, c'est-à-dire le revenu qui inclut les gains en capital. Puis, on a fait une deuxième définition pour classer les contribuables selon le revenu, mais en excluant les gains en capital. Donc, en gros, par exemple, selon la première définition, un contribuable dont les revenus s'élèvent à 80 000, puis auquel on ajoute des gains en capital imposables d'une valeur de 200 000, il va avoir un revenu de 280 000 au fin de la première classification, et donc il va être parmi les 250 000 et plus. Mais selon la deuxième définition, il va plutôt être classé parmi les 50 000 à 100 000 parce qu'il y aura un revenu de 80 000 au cours de l'année. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat ici? Ben, on va surtout s'intéresser aux 2 tranches de revenus qui sont situées aux extrémités. Quand on utilise la première classification, donc celle des revenus incluant les gains en capital imposables, les 50 000 et moins, donc les gens qui gagnent 50 000 et moins, représentent 40,7 % des déclarants de gains en capital. Avec la nouvelle classification, ils passent à 48,2 %. Ce que ça veut dire, c'est qu'en 2018, il y avait à peu près 40 000 contribuables dont le revenu sans les gains en capital était inférieur à 50 000, mais qui se retrouvaient dans une tranche de revenus supérieure quand on incluait les gains en capital. Ça peut inclure des gens qui passent de 48 000 à 53 000, par exemple, mais on va voir dans quelques instants que ce n'est pas le cas type là, des gens qu'on a vus dans l'étude. À l'inverse, on voit que chez les plus de 250 000, on passe de 6,1 % des déclarants de gains en capital imposables selon la première classification à 3,8 selon la nouvelle classification. Là, c'est 12 000 contribuables qui sont déplacés de catégorie. Donc, en termes de contribuables, on va constater un déplacement qui n'est pas négligeable, mais qui concerne malgré tout un nombre assez restreint de contribuables. Maintenant, si on examine plutôt le déplacement en fonction de la valeur des gains en capital imposables qui sont déclarés, le constat est vraiment plus marqué. Quand on utilise la première classification, donc celle du revenu qui inclut les gains en capital imposables, les 50 000 et moins représentent 5,1 % de la valeur des gains en capital imposable déclarés. Avec la nouvelle classification, on passe à 34,3 %. À l'inverse, pour les 250 000 et plus, les plus de 250 000, on passe de 63,8 % des gains en capital imposables déclarés
en vertu de la première classification, à 21,3 % selon la nouvelle. Donc, on ajoute près de 2 milliards de dollars de valeur des gains en capital imposable chez les 50 000 et moins, puis on en retranche 2,5 milliards chez les 250 000 et plus. Ce que ça veut dire, c'est que pour les contribuables de 50 000 et moins qui sont reclassés dans une catégorie de revenus supérieure, quand on inclut les gains en capital imposable, le gain imposable moyen est à peu près de 45 000. Chez ceux qui sont reclassés, donc qui étaient dans les 250 000 et plus, puis qui s'en vont dans une catégorie inférieure avec notre nouvelle classification, le gain moyen est d'environ 216 000. On se rappelle que le gain moyen, tout déclarant confondu, il y a à peu près autour de 10 000 $. Donc, on est vraiment au-dessus de ces montants-là, ce qui laisse présager un déplacement de gains importants. Il y a des gains importants qui passent d'une catégorie à une autre. Donc, parmi les constats qu'on peut faire, il n'y a pas de doute que le gain en capital il profite davantage aux revenus. Par contre, c'est aussi assez clair au vu des résultats que l'effet de regroupement, ça se traduit par un déplacement important des contribuables, puis surtout de la valeur des gains en capital imposables qui sont déclarés, des tranches de revenus plus faibles vers les tranches de revenus plus élevées. Bien entendu, il y a les résultats ils présentent quelques limites, mais il y en a quelques-unes qu'on a pu explorer davantage, puis je vous les présente là, dans les prochaines diapositives. D'abord, il y a l'aspect des faibles gains. Donc, on se disait, est-ce qu'il y a beaucoup dans ces statistiques-là des gains qui sont somme toute faibles, qui ne sont pas très importants? Parce que ce n'est pas nécessaire d'avoir réalisé un gain en capital important pour être inclus dans les données. Dès qu'on a un gain en capital qui est déclaré, on se retrouve dans les données. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, on a refait l'analyse au complet, mais cette fois, on a exclu les gains en capital qui sont inférieurs à 1 000 $, donc les gains en capital imposables de 500 $ et moins, donc si on se rappelle le 50 % d'inclusion. Le seuil de faible gain, on l'a déterminé suivant le montant qui est utilisé pour les biens à usage personnel. Le premier constat, c'est qu'il y a un très grand nombre de contribuables, 210 000, qui réalisent des faibles gains. C'est à peu près 40 % des déclarants de gains en capital en 2018. Donc, on prend 40 % qu'on enlève de notre échantillon. Puis ces contribuables-là, ils se retrouvent surtout dans les tranches des 50 000 et moins de revenus. Par contre, malgré ça, le portrait reste assez similaire. Donc, avec un déplacement plus important de la classe de revenus des 250 000 et plus vers les classes inférieures, mais c'était assez prévisible vu les changements dans les proportions là, de chacune des catégories. Mais en gros, le portrait reste quand même assez similaire. Ensuite, une autre limite, c'est que les contribuables ils ont en quelque sorte le choix du moment de la réalisation des gains en capital, c'est-à-dire de quand ils vont disposer de leur immobilisation. Un contribuable il peut planifier de réaliser son gain une année où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres revenus. Une façon de faire qui comporte des avantages puis des inconvénients là, pour capter cet aspect-là, ça aurait pu être de mesurer les gains moyens sur 5 ans plutôt que sur une année seulement. Ça a été fait à l'échelle canadienne par les chercheurs Smart et Jaffrey, puis le résultat il se situe quelque part entre nos deux classifications, plus près de notre nouvelle classification, mais ça reste dans la même lignée pour les conclusions. Ça atténue un petit peu l'effet de déplacement, mais ça ne change pas les conclusions. Finalement, une autre limite, c'est que le portrait initial, il ne nous montre pas le profil de ceux qui causent ce déplacement. Ou du moins, ça nous donne un portrait qui est limité. Je vois des... Il y a certaines personnes, Tommy, qui disaient qu'ils ne voyaient pas le PowerPoint, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait synchroniser, puis les autres disent que... Ça semble avoir fonctionné, parfait. Ça semble avoir fonctionné, mais est-ce que tu as un conseil à leur dire si jamais ceux qui ne le voient pas, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Normal. Sinon, c'est la seule option qui reste, c'est toi qui est de dire j'enlève la présentation puis je la remets. Mais je pourrais voir s'il y a beaucoup de gens pour qui ça fonctionne pas. C'est parce qu'il y en a qui répondent moi aussi. J'arrive plus à savoir qu'ils répondent moi aussi à quoi. Là. Ça marche. Il y en a qui disent qu'ils le voyaient au début. Là, il y en a d'autres qui disent ça marche. OK. Bon, on va continuer comme ça. La présentation sera aussi disponible sur le site de la chaire là, plus tard aujourd'hui. Donc, si jamais il y a des gens qui l'ont... OK, ça fonctionne aussi pour la majorité. Parfait, on va poursuivre. Donc, je disais, un autre des limites qu'on a avec le premier aspect, c'est que le profil que ça nous donne, il est somme toute limité. Donc, pour le profil de ceux qui réalisent le gain en capital au Québec, mais ça, dans l'étude qui est publiée, vous allez voir plusieurs données qui sont tirées des statistiques fiscales des particuliers, donc, qui sont dans la première partie. Donc, selon l'âge, selon la principale source de revenus, selon le sexe. D'ailleurs, par rapport à ce dernier élément-là, puis conformément à ce qui avait déjà été constaté dans une étude antérieure de la chaire sur les analyses différenciées des mesures en fonction du sexe, le traitement préférentiel des gains en capital, il profite de façon disproportionnée aux hommes par rapport aux femmes. Donc, ils sont la
moitié des déclarants, mais ils déclarent les 2 tiers des gains en capital. Ce n'est pas une concentration qui est aussi élevée que parmi les auteurs des 2 études qu'on publie aujourd'hui, mais blague à part, c'est un élément qu'il faut certainement tenir compte quand on réfléchit à cette mesure-là, puis à l'équité de la mesure. Donc, on revient au déplacement. Malheureusement, il y a des enjeux de confidentialité qui nous empêchent d'avoir un croisement âge-revenu au niveau du Québec. Néanmoins, on a des extraits, on a des données canadiennes, puis le portrait est quand même d'intérêt pour le Québec. Première chose qu'on peut constater, c'est qu'essentiellement, ce sont les 55 ans et plus qui constituent le 2 tiers des déclarants de gain en capital au Canada. C'est pas surprenant parce que pour réaliser un gain sur la disposition d'un actif, il faut détenir un actif. C'est plus susceptible de se produire plus tard dans la vie active. Ce qu'on voit aussi, c'est que chez les contribuables, c'est vraiment chez les contribuables les plus âgés qu'on observe les plus grands déplacements de la valeur des gains. Quand on parlait tantôt du déplacement d'une classification à l'autre. Donc, c'est chez les contribuables les plus âgés qu'on observe ce déplacement-là après l'application de la nouvelle classification. Donc, parmi tous les contribuables qui sont déplacés vers la tranche du revenu de 50 000 et moins, les 55 ans et plus, c'est 71 de cette valeur-là. Donc, mais cet effet-là, par exemple, un élément intéressant, c'est qu'il n'est pas attribuable à l'augmentation du gain moyen, qui, lui, est plus important chez les contribuables de moins de 55 ans. Il est vraiment attribuable à la quantité de déclarants de gains en capital imposable qui sont dans cette tranche d'âge-là. Donc, là, on était sur le portrait canadien. Si on revient au Québec, seulement, si on creuse encore davantage le portrait puis qu'on analyse les gains des contribuables qui sont décédés, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont un poids dans la valeur des gains en capital imposable déclarés qui est à peu près 10 fois supérieur à leur proportion des déclarants. Donc, les contribuables décédés, c'est 1,7 des déclarants de gains en capital en 2018, mais c'est aussi 16 de la valeur des gains en capital imposable déclarés. Donc, il s'agit des contribuables décédés de tous les âges, mais ils sont évidemment plus nombreux chez les contribuables qui sont plus âgés. Le décès, on le rappelle, là, ça entraîne la disposition réputée, donc ça déclenche l'imposition du gain en capital à moins de se prévaloir de disposition de roulement. C'est pour ça que le décès a un intérêt particulier là-dedans. Le gain en capital moyen des personnes décédées il est vraiment plus élevé, donc 9,5 fois plus élevé que chez les non-décédés. Donc pour l'année 2018, c'était 95 000 versus environ 10 000. Et donc un élément à se rappeler aussi. Maintenant, on passe à la deuxième question qui était à l'étude, c'est la fréquence de réalisation. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les 2 classifications, ça se passait la même année, ça se passait sur 2018. Maintenant, on s'intéresse à la fréquence de réalisation, donc le nombre de fois où un particulier a déclaré du gain en capital sur la période de 5 ans qui est couverte là, de 2014 à 2018. Le tableau que vous voyez à l'écran, ça vous montre les résultats pour l'ensemble des contribuables dans la colonne bleu pâle à gauche, puis pour les déclarants de gain en capital seulement dans la colonne rose pâle à droite. Dans les 2 cas, ce sont des résultats en vertu de la nouvelle classification. Ça veut dire sans inclure les gains en capital dans le revenu total. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que tant chez l'ensemble des contribuables que chez les déclarants, la fréquence de réalisation, elle augmente avec le revenu. Elle passe de 0,25 gains sur 5 ans pour les 50 000 et moins à 2,20 gains sur 5 ans pour les plus de 250 000 pour l'ensemble des contribuables. Chez les déclarants de gains en capital imposable, c'est de 2,62 à 3,29 selon les tranches de revenus qui ont été présentées. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que le fait de déclarer des gains en capital au moins une fois sur la période, c'est un plus grand indicateur de la fréquence de réalisation élevée que juste le revenu. C'est logique parce que les déclarants, c'est une catégorie pour laquelle il faut avoir déclaré au moins une fois pour entrer dans cette catégorie-là. Mais c'est quand même intéressant de mesurer justement la distinction. Donc, même chez les 50 000 et moins qui ont déclaré, la fréquence est plus élevée que chez les 250 000 et plus de l'ensemble des contribuables. Par rapport à la fréquence de réalisation, si on continue là-dedans, le premier grand constat qu'on peut tirer, c'est que la grande majorité des contribuables n'ont déclaré aucun gain sur la période de 5 ans 2014-2018. C'est 86 d'entre eux qui en ont déclaré aucun, contre 14 qui en ont déclaré au moins un. Par contre, ceux qui ont déclaré un gain, ils représentent plus du quart des revenus totaux, donc une proportion qui est largement supérieure à leur poids dans l'ensemble des contribuables. Si on s'intéresse spécifiquement à ceux qui ont déclaré un gain au cours de la période 2014-2018, là, on constate qu'il y en a un peu plus du tiers qui en ont déclaré une seule fois. Il y en a un peu plus du tiers qui en ont déclaré, un peu moins du tiers, excusez-moi, qui en ont déclaré 2 ou 3 fois, puis un peu plus du tiers qui en ont déclaré 4 ou 5 fois. Par contre, pour ces derniers-là, ceux qui en ont réalisé 4 ou 5 fois, ils ont déclaré la moitié de la valeur des gains au cours de la période. Puis ça s'explique comment? Mais on le voit ici, par le fait qu'il y a un gain moyen qui croît en fonction de la fréquence de réalisation. On passe de 3 500 en moyenne pour les fréquences 1 à 8 400 en moyenne pour les fréquences 5. Donc 5 années sur 5.
Donc, si on résume les principaux constats de l'étude, on voit qu'il y a effectivement une concentration qui est importante du gain capital chez les hauts revenus, comme on le disait tout à l'heure, mais qu'un déplacement qui est assez important, surtout en valeur, qui est causé par l'effet de regroupement. On constate aussi qu'il y a une fréquence de réalisation qui est plus élevée chez les hauts revenus. Puis ces résultats-là, ils sont cohérents avec des résultats non publiés qu'on avait pour l'année 2016. Donc, on a eu à mettre à jour pour 2018, mais on avait des résultats 2016 qui concordaient quand même avec ça. Puis aussi avec des résultats 2018 pour l'ensemble du Canada, qui, eux, sont publiés dans la Revue fiscale canadienne, une publication dont le professeur Godbout fera mention là, dans quelques instants. Puis du côté de la fréquence de réalisation, une limite importante qui s'applique à nos résultats, c'est la provision pour gain en capital. Donc, le fait qu'un gain en capital il peut être étalé sur un certain nombre d'années. Ce n'est pas une donnée qu'on a été en mesure d'isoler dans la banque de données, ce qui nous conduit assurément à surestimer la fréquence de réalisation, donc à sous-estimer les gains uniques. Puis finalement, dernière diapo avant de céder la parole à professeur Godbout, je conclus avec quelques mots sur la deuxième étude qui est publiée aujourd'hui, qui elle est sur l'exonération cumulative des gains en capital. Donc, la même méthodologie elle a été utilisée, puis les constats sont assez similaires. C'est-à-dire que la concentration chez les hauts revenus, elle est même encore plus élevée que pour l'inclusion partielle. Mais il y a un déplacement important qui est également constaté. Ce qu'on remarque aussi, c'est que l'exonération cumulative moyenne, elle augmente selon la fréquence de réclamation, puis avec les mêmes limites qu'on a constatées pour l'autre étude. Donc, voilà pour ma partie. Luc, je vous cède la parole et le contrôle de la présentation. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci Tommy. Je vais continuer là, juste pour peut-être donner un petit peu plus de perspective au traitement fiscal du gain capital. Donc, en parallèle aux deux études, je vais essayer de vous mettre en évidence comment on pourrait réfléchir au traitement fiscal du gain capital. Et d'abord, je commence par que disait la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise. Donc, en 2015, il y avait un objectif d'accroître la neutralité du traitement fiscal des gains en capital comparativement aux autres revenus. Puis là, je vous le montre, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, en 2022, le taux maximum du barème d'imposition pour les revenus divers, dont les revenus de salaire, donc le taux maximum du barème d'imposition, c'est 53,30 %. Évidemment, avec le traitement préférentiel du gain en capital, comme Tommy l'a montré, le taux maximal pour le gain en capital est de 26,65. Et si on regarde du côté des dividendes, donc le bénéfice qui est imposé dans des sociétés, mais qui est transmis à des actionnaire, donc l'actionnaire, lui, sur les dividendes déterminés, aura une imposition maximale de 40 %. Donc, on voit qu'il y a des écarts. Et évidemment, quand il y a des écarts de cette nature-là, il peut y avoir des planifications fiscales qui sont faites pour transformer des dividendes en gains en capital. Donc, les fiscalistes, à l'occasion, peuvent travailler là-dessus. Et donc, ça l'amène donc un contournement de l'esprit de l'imposition. Et c'est pour ça qu'on plaiderait pour une plus grande neutralité, notamment entre l'imposition, entre les différentes formes d'imposition. La Commission d'examen sur la fiscalité, ce qu'elle disait également, ce qu'elle plaidait, dans le fond, c'était, pour avoir une plus grande neutralité, c'était pour une réforme globale du traitement fiscal du gain en capital. On disait aussi qu'il ne fallait pas que le Québec agisse seul, il fallait que ce soit coordonné avec le gouvernement fédéral et les autres provinces, pour les raisons que j'ai évoquées au début de la présentation. Mais en gros, ce qui était retenu dans la Commission, c'était éliminer l'inclusion partielle du gain capital, donc d'imposer le gain capital comme n'importe quel type de revenu, mais qu'au-delà d'une année de détention, au lieu de donner l'imposition préférentielle, on prévoyait un mécanisme d'ajustement pour tenir compte de l'inflation. C'est un des arguments évoqués pour avoir un traitement préférentiel. On dit au lieu d'avoir un traitement préférentiel arbitraire, ayons un traitement préférentiel qui va tenir compte réellement de l'inflation. Donc, pour le gain capital, c'était le gros changement. En ce qui concerne l'exonération cumulative sur le gain capital, que Tommy a présenté brièvement, c'est une mesure quand même qui est assez dispendieuse pour le gouvernement. C'est une mesure qui a des bonnes vertus. Donc, on dit pour les entrepreneurs, notamment, c'est une façon de s'accumuler un capital pour la retraite. Sauf qu'on constate, quand on regarde les statistiques, ceux qui utilisent fortement l'exonération, c'est des personnes de moins de 25 ans. Donc, parce qu'encore une fois, il y a des planifications fiscales qui sont faites. Si au départ, c'était l'actionnaire unique qui bénéficiait de l'exonération,
bien, pour doubler l'utilisation de l'exonération, on a fait rentrer le conjoint ou la conjointe dans l'entreprise pour avoir droit à un deuxième. Je rappelle on est rendu à presque 900 000 d'exemption de gain en capital, là. Donc, si on double, on est rendu à 1,8 million. Puis si on rentre les enfants, puis il y en a deux, on est rendu à 3,6 millions. Donc, il y a quand même quelque chose à considérer à cet égard-là. Nous, ce qu'on proposait, c'était le remplacement de l'exonération par l'ouverture, si c'est pour planifier la retraite, par l'ouverture d'une contribution additionnelle au REER lorsque les gens disposeraient de leur entreprise. On avait aussi des éléments sur l'exemption d'imposition du gain en capital sur les résidences principales. Notamment, ce qu'on voulait exclure, c'est les gains spéculatifs et évaluer la possibilité d'avoir une limite cumulative à vie par contribuable, donc une façon de plafonner cette mesure-là. Donc, si je poursuis, tantôt, j'ai vu qu'il y avait le professeur de Toronto, Michael Smart, donc qui est un des participants à au dernier numéro en ligne du Canadian Tax Journal. Donc, dans cette revue-là, il y avait un policy forum sur le gain en capital qui était consacré. Évidemment, Tommy et moi et les autres auteurs ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'était pour le Québec. On a fait une analyse plus canadienne de la concentration du gain en capital qui a été fait. Mais il y avait d'autres auteurs qui abordaient d'autres thématiques dans ce numéro spécial-là. Donc, le professeur Advani qui plaidait pour une plus grande neutralité entre les différentes sources de revenus. Ça reprend un peu l'esprit qui avait été évoqué. Le professeur Smart, que j'ai vu apparaître tantôt sous le radar là, des caméras, avec un autre auteur, Jeffrey, proposait aussi une plus grande neutralité et allait vers une hausse du taux d'inclusion. Donc, au lieu d'inclure le gain dans la déclaration de revenus, seulement la moitié, on aurait inclus 80 du gain pour qu'il soit imposé sur cette portion-là imposable. Et ça l'aurait ramené, à titre illustratif, au Québec, le taux d'imposition maximale du gain capital serait passé de 26,65 à 44,62 si jamais le gouvernement fédéral allait de l'avant avec la proposition de Smart and Jeffrey. Et il y avait aussi un dernier texte de Minas et ses collègues. Et dans ce texte-là, on disait qu'en cas de changement du taux d'inclusion du gain capital, bien, on disait simplement que le modèle australien n'apparaissait pas comme la voie à suivre. Dans ce cas-là, un des collègues, qui est un des auteurs de ce texte-là, est le professeur émérite François Vaillancourt de l'Université de Montréal. Évidemment, je résume les études là, avec une phrase chacune, c'est beaucoup plus détaillé que ça. J'arrive à la fin, là, mais je voulais seulement vous dire, et si le fédéral le faisait? C'est un peu spéculatif, mais si le fédéral revoyait l'imposition du gain capital, qu'est-ce qu'on fait au Québec? On s'harmonise? On n'est pas obligé de s'harmoniser. Le Québec a ses propres lois en matière d'impôt sur le revenu. Il n'est pas obligé de s'harmoniser, mais il y aurait tout avantage à le faire pour les raisons un peu inverses que je vous disais tantôt. Si le Québec avait un régime différent du reste du Canada, bien là, c'est les gains à l'extérieur du Québec qui voudraient être imposés au Québec parce que le taux serait plus faible. On pourrait dire, bien, c'est une occasion d'avoir des recettes fiscales, mais ça entraîne des comportements qui sont non souhaitables. Donc, je pense qu'on devrait s'harmoniser. Si on s'harmonise, évidemment, ça va donner des recettes fiscales additionnelles pour le gouvernement du Québec. Je vous montre ici les coûts actuels de l'inclusion partielle du gain capital. Donc, le fait d'imposer seulement à moitié le gain capital, inclure seulement 50 du gain dans la déclaration de revenus. On est à 2,9 milliards d'impôts sur le revenu des particuliers et des sociétés. Évidemment, si on réduisait l'importance de cette inclusion partielle-là, donc si on incluait davantage le gain capital, le coût de ces mesures-là serait moins. Il y aurait donc des recettes additionnelles pour le gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait avec ces recettes additionnelles-là? Bien, ça peut l'aider simplement à retrouver l'équilibre budgétaire, mais pour un parti politique qui ne veut pas augmenter le poids de la fiscalité, il pourrait dire, je prends ces sommes-là, nouvelles créées par l'harmonisation avec le fédéral, et je réduis d'une somme équivalente les impôts sur les plus dommageables, notamment l'imposition du revenu et les impositions, par exemple, des sociétés. Donc, après ça, de quel quantum, on pourrait toujours en discuter. J'en suis vraiment à la fin. Donc, on va arriver à la période de questions dans une minute.
Je veux quand même terminer en disant, comme vous êtes nombreux à participer à nos activités, je vais vous dire nos prochaines activités. Alors, le 22 mars prochain, le ministre des Finances va présenter son budget. Alors, nous, le lendemain, le 23 mars, on va décortiquer ce budget-là pour vous dans le cadre d'un regard sur le budget du Québec. Donc, les invitations vont suivre et soyez nombreux à vous inscrire. Et comme nous sommes dans une année électorale, on transforme notre traditionnelle journée de réflexion sur les finances publiques par une série de midi-conférences qu'on appelle En route vers les élections du Québec 2022. Et dans le cadre de ces midi-conférences-là, on va aborder les principaux enjeux de finances publiques, mais donc ça va toucher les enjeux environnement, les enjeux de le système de santé, la formation et le marché du travail, évidemment, les finances publiques au sens plus large. Puis ça va se conclure par ce qu'on a l'habitude de faire en période électorale. C'est un débat électoral où chacun des partis politiques nous envoie leurs prétendants au siège de ministre des Finances et on peut discuter avec eux de fiscalité et de finances publiques. Donc, en route vers les élections-là risque d'être assez intéressant. Donc, je vous invite également donc, à nous suivre sur ça. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour nos prochaines activités de midi-conférence. Merci, Tommy, pour cette présentation-là. À la prochaine. Au revoir.